Récemment, François Legault traitait Gabriel Nadeau-Dubois de woke et tout le monde s'est ensuite mis en peine de trouver une définition précise du terme. Évidemment, quand on est woke, on est de gauche, sauf que la gauche ne comprend pas que des gens woke. Il y a aussi des conservateurs qui, eux, sont de gauche sans pour autant être woke. Allez vous y retrouver. Pierre Norris, étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM et chroniqueur, fait le point sur cette question, surtout le conservatisme de gauche. Bonjour, bonjour Pierre. Bonjour Jean-Philippe, vous allez bien? Oui, et vous? Oui, je vais bien. Oui. Tant mieux, au revoir. Alors écoutez, oui, le mot woke, c'est pas pour rien que je l'ai employé en introduction. Ça rebondit tout le temps dans l'actualité, non? Oui, en effet, c'est à chaque semaine, si c'est pas même à chaque jour, on a des nouvelles là-dessus, provenant soit du Québec, soit du reste de l'Occident. Si on reste seulement chez nous, là, il y a une semaine, il y a Jean-François Roberge et Jean-Michel Blanquer, qui sont respectivement ministres de l'Éducation au Québec et en France, qui ont signé une lettre ouverte dans laquelle ils condamnaient ce qu'ils appelaient la culture de l'annulation dans le monde de l'éducation. Et récemment encore, le gouvernement du Québec a annoncé la disparition prochaine du cours d'éthique et culture religieuse et son remplacement par un cours sur la culture et la citoyenneté, ce qui a provoqué la colère dans certains milieux de gauche acquis au multiculturalisme et aux revendications minoritaires. Et vous le disiez, oui, ça fait quand même plusieurs années là qu'on entend parler de ce mouvement woke là, de cette culture de l'annulation, et qui serait, tout ça, ce serait devenu à des degrés divers peut-être d'un pays à l'autre, le courant dominant de la gauche en Occident. J'imagine, et ça soulève les passions forcément. Oui, en effet. Oui, certainement. D'abord à droite ou chez les conservateurs, évidemment, mais aussi chez un certain nombre de gens qui se reconnaissaient a priori dans la gauche et qui se refusent aujourd'hui d'endosser un tel discours. Et pour plusieurs intellectuels et citoyens de gauche, pas de tous, mais pour plusieurs d'entre eux, on peut parler parfois d'un conservatisme de gauche ou d'un socialisme conservateur. C'est pas moi qui sors ces termes-là de mon chapeau. Ça est utilisé par certaines personnes. Et au-delà du paradoxe qu'il peut y avoir en voyant ces mots-là combinés, je pense que ça vaut quand même la peine de s'y intéresser puis de voir comment tout ça s'articule. Commençons déjà par voir d'où vient le mot gauche et droite. On le sait un peu. Les termes de gauche et de droite sont apparus durant la Révolution française en 1789. La gauche était opposée au veto royal, alors que ceux qui se sont assis à la droite du roi à l'Assemblée à la constituante aux États généraux, ils étaient plutôt favorables au roi. Et depuis ça, les termes gauche et droite ont évolué. C'est aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même polémique puis qui est sujet à débat. Là. Il y a plusieurs personnes qui questionnent à raison, souvent, je pense, leur pertinence, parce que ces termes-là ont des définitions changeantes, évolutives. Mais je crois quand même qu'il conserve une pertinence dans la mesure où on leur trouve un fil conducteur et qu'on les définit bien. Et je pense que on peut voir dans la gauche, si on se concentre sur elle aujourd'hui, on peut voir dans la gauche historiquement l'ensemble des courants qu'on peut dire progressistes. Ce sont l'ensemble des gens qui, d'une manière ou d'une autre, voient dans l'homme, dans l'être humain, un être bon, mais qui a été corrompu par la société et par des structures de domination qu'il s'agirait de combattre ou de réformer pour construire un monde plus juste et égalitaire. Alors tout ça, évidemment, avec l'évolution de l'histoire, ça fluctue un petit peu. Là, vous parlez de la Révolution française. J'imagine que Jean-Jacques Rousseau est pas loin de tout ça. Évidemment, l'homme est bon, mais dans un milieu corrompu. Comment ça évolue avec le temps, ça? Oui,
Justement, autour de la Révolution française, donc à la fin du 18e siècle et ensuite pour une bonne partie du 19e siècle, quand on était de gauche, c'est qu'on était républicain, qu'on était ou qu'on était libéral. On était opposé à la monarchie ou à la monarchie absolue, opposé à la noblesse, à l'aristocratie, au cléricalisme. Et éventuellement, à partir du milieu du 19e siècle et ensuite pour une bonne partie du 20e siècle, on voit maintenant dans la gauche le socialisme, les mouvements socialistes, et là, ils pouvaient être que ce soit social-démocrate, donc plus modérés et réformistes, ou bien des mouvements anarchistes, des mouvements communistes, tous ces mouvements-là, qu'on peut dire socialistes en général, et qui dénonçaient tous, à leur manière, le capitalisme, soit en tant que tel, ou soit ces dérives qu'il s'agirait de corriger. Donc, encore une fois, des structures perverses, mais pas l'être humain qui est fondamentalement bon, encore une fois. La Seconde Guerre mondiale arrive, et qu'est-ce qui se passe après? Oui, c'est qu'à partir des années, disons, 50-60, on a vu l'émergence progressivement d'une nouvelle gauche. Ça, c'est un terme qui est utilisé en tant que tel. Aux États-Unis, en Angleterre, on parle de New Left. Et ce courant-là est devenu très important. Selon cette vision-là, les rapports humains, les institutions, les arts, les symboles, tout est maintenant analysé, interprété ou condamné à la lumière d'inégalités multiples entre les races, entre les cultures, les sexes, les genres, les conditions physiques et tant d'autres sujets. C'est sans fin, donc. Pardon? La liste s'étend à l'infini. Oui, en effet. Et ces inégalités-là, elles découleraient de rapports de domination systémiques qu'il s'agirait de combattre, soit en censurant ou en bannissant des œuvres ou des personnes associées d'une manière ou d'une autre à ces dominations-là, et aussi en valorisant l'affirmation et les revendications des groupes qui sont visés, notamment par des mesures de discrimination positive. Alors, revenons-en au wokisme dont j'ai parlé en introduction. Donc, les woke sont en général de cette gauche qui apparaît après la Seconde Guerre mondiale, mais surtout à partir des années 60, j'imagine. Quels sont les clivages et tout ça desquels se réclame cette gauche woke? Oui, d'abord, le terme woke, si on parle de la nouvelle gauche des années 60-70, je crois que ces gens-là se définissaient comme woke, mais disons que ce courant-là s'est beaucoup radicalisé depuis les années 90 pour donner la situation actuelle. Mais en effet, comme vous le dites, le mouvement woke ou la nouvelle gauche, ça participe d'un nouveau clivage, et il y a plusieurs personnes qui se revendiquaient d'un progressisme plus ancien, là, qui soit socialiste ou plus républicain ou libéral, qui ne se reconnaissent pas disons libéral dans l'ancienne définition plus classique, et ils se reconnaissent pas dans la nouvelle gauche pour une foule de raisons. Il y en a qui vont demeurer vraiment strictement socialistes, marxistes, d'autres très républicains, mais il y en a aussi qui en sont venus à se définir comme des conservateurs de gauche ou comme des socialistes conservateurs. Et ces gens-là estiment que la nouvelle gauche, elle délaisse la classe ouvrière et les classes moyennes, leurs conditions de vie matérielles, l'amélioration de la vie concrète des gens, et elle se consacre plutôt à des revendications identitaires qui seraient dangereuses pour la cohésion sociale. Oui, alors revenons-en au mouvement ouvrier, syndical, socialiste, tout ça. Donc, d'après les woke, tout ça, ça a disparu, ça a été changé par toutes les minorités possibles et imaginables. Alors, vos conservateurs de gauche, eux, veulent revenir à ce qui se faisait à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle? Oui, en fait, ce ne sont pas nécessairement tous les woke qui veulent délaisser ce discours-là. Plusieurs disent que, certains disent que ça peut s'additionner, mais en effet, cette tendance-là, quand même, de vouloir en revenir toujours à la classe ouvrière pour protéger en même temps la cohésion sociale, cette tendance-là, elle a des racines assez profondes à l'apparition du mouvement ouvrier, syndical et socialiste. On retrouvait des marxistes, on retrouvait des anarchistes, une foule de gens, mais aussi des mouvements chrétiens ou d'inspiration chrétienne qui étaient attachés à la défense de la justice sociale, de la condition de vie et conditions de travail des travailleurs, des ouvriers, mais qui allaient pas pour autant dénoncer, comme les marxistes le faisaient,
la religion, les traditions, la famille, la nation ou la vie rurale. Et ce courant-là et d'autres aussi, notamment chez les anarchistes, qui eux pouvaient être attachés à une certaine conception du sens commun ou de la défense commune. Tous ces courants-là, disons un peu plus conservateurs culturellement ou socialement, ont donné naissance à un courant assez important. Et ceux qui aujourd'hui se revendiquent d'un socialisme conservateur ont souvent tendance à avoir dans leurs inspirations, disons, quelqu'un comme Pierre-Joseph Proudhon, qui est l'un des fondateurs de la pensée du courant anarchiste. Ça, c'est au 19e siècle. Au 19e siècle, oui. D'accord, Pierre-Joseph Proudhon, oui. Oui, donc plusieurs se réfèrent à lui, ou encore à Jacques Ellul, qui lui est au 20e siècle. C'est un anarchiste chrétien qui dénonçait l'emprise de la technique sur les sociétés contemporaines. On peut aussi penser à l'auteur George Orwell, qui a écrit le fameux roman en 1984, qui lui se définissait comme anarchiste Tory, qui se réclamait de la défense commune des gens ordinaires et qui était un auteur anti-totalitaire. Et on peut aussi penser à l'historien Christopher Lasch, qui dans les années 70, 80 et 90, il est décédé dans les années 90, mais lui, il combinait un conservatisme social avec un souci des gens ordinaires contre une élite libérale et progressiste qui serait de plus en plus déconnectée de la masse des citoyens. Pierre Norris, vous nous parlez donc de ce conservatisme de gauche, tout ça à la faveur de wokisme qui secoue les médias depuis assez longtemps déjà. Si je vous comprends bien, vous avez cité quelques figures historiques, Pierre-Joseph Proudhon, Jacques Ellul, ça c'est en France, George Orwell, ça c'est en Angleterre, et Christopher Lasch aux États-Unis. Si je vous comprends bien, il n'y a pas un conservatisme de gauche ou il n'y a pas un seul socialisme conservateur. En effet, on pourrait dégager plusieurs tendances à l'heure actuelle. On pourrait se concentrer sur trois peut-être. Il y en aurait une première qu'on pourrait retrouver au sein de ce qu'on appelle l'écologie intégrale, qui est représentée notamment par la revue française Limite, qui a été fondée en 2015. Et dans cette revue-là, Limite, elle regroupe surtout une jeunesse catholique qui est soucieuse des problèmes écologiques et environnementaux et qui est très critique de l'économie de marché, du libéralisme économique et qui se revendique d'un conservatisme sur les questions éthiques et les questions de mœurs. Et pour ce courant-là d'écologie intégrale, le développement technique et technologique incontrôlé, ça s'attaquerait, selon eux, autant à l'environnement qu'à la personne humaine. Et ces gens-là vont beaucoup puiser chez plusieurs penseurs que j'ai nommés il y a quelques minutes, mais aussi dans la Bible et dans divers encycliques, beaucoup d'inspiration pour appeler à protéger à la fois l'environnement et la personne humaine. Oui, on imagine Laudato Si du pape François, mais aussi quelques écrits de Benoît XVI, son prédécesseur au Vatican. Ça, c'est la première. Donc, l'écologie intégrale qui regroupe beaucoup de catholiques et qui a été, notamment. Le deuxième volet du conservatisme de gauche, c'est quoi? Ce serait ce qu'on peut appeler peut-être les anarchistes Tory. C'est un nom un peu particulier. Les Tories, ça réfère aux conservateurs anglais. Ces gens-là, de cette mouvance-là, sont issus de l'anarchisme ou du socialisme libertaire, qui est un synonyme d'anarchisme là, en tournant les coins ronds. Et là-dedans, on peut trouver deux philosophes français, entre autres, Jean-Claude Michéa ou Michel Onfray, qui dénoncent tous les deux ce qu'ils appellent une religion du progrès, surtout Michéa parle de ça, et chacun à leur manière, ils analysent le développement d'un libéralisme économique sauvage et d'un libéralisme moral illimité. Donc parallèle, un libéralisme économique et un libéralisme moral, les deux vont main dans la main. Exact, c'est l'analyse qu'ils font et tous les deux viendraient s'attaquer à la classe ouvrière, dans ses conditions de travail, dans son mode de vie, dans ses traditions, dans ses habitudes, dans sa défense commune. Michéa surtout se réfère beaucoup, assez souvent, à Proudhon ou à Orwell. Et de son côté, Onfray, qui se réfère aussi assez souvent à Proudhon, qui lui, au départ, Onfray était peu susceptible d'être qualifié de conservateur là, dans les années 90 et 2000.
Oui, il était très à gauche, très anti-chrétien, c'est un penseur athée, mais depuis le début des années 2010, il a bougé un peu vers davantage vers une dénonciation du transhumanisme et de la théorie du genre et d'autres revendications aujourd'hui portées par la nouvelle gauche. Et même en 2020, il est allé lancer une revue appelée Front populaire et qui a pour but de rassembler maintenant des souverainistes, des populistes, des antilibéraux, tout ça dans le but de protéger, de porter un discours qui vient à la défense de la classe ouvrière et des classes moyennes contre un libéralisme qui marcherait main dans la main avec l'État pour répandre à la fois un libéralisme économique et un libéralisme moral. Donc, ce socialisme conservateur a 3 grandes tendances. La première, vous en avez parlé, Pierre Norris, l'écologie intégrale. La deuxième, la religion du progrès qui est décriée par les anarchistes Tory. Il nous reste 3 minutes pour finir le topo. La troisième tendance, c'est quoi? Une troisième tendance, ce serait celle peut-être du patriotisme solidaire des gens enracinés, défendu peut-être par quelqu'un comme David Goldhart, qui est un journaliste anglais issu de think tank qui était proche du Parti travailliste en Angleterre. Oui. Et Goldhart, il défend depuis longtemps l'idée que l'État-providence et la solidarité organisée par l'État, il n'aurait de sens que si les citoyens ont conscience d'appartenir à un même grand groupe qui serait la nation. Et Goldhart s'inquiète du multiculturalisme et de l'immigration massive parce que ces deux phénomènes-là contribueraient, selon lui, à un déclin du sentiment d'appartenance nationale et éventuellement à un déclin des services publics et des mécanismes de redistribution. Forcément, Et Goddard a marqué le débat public en 2017 avec son livre The Road to Somewhere, dans lequel il évoquait un nouveau clivage politique en Occident. Et il opposait maintenant, selon lui, les anywheres, ceux qui sont bien partout ou nulle part, qui compareraient les élites urbaines, libérales, très éduquées, cosmopolites, et d'autre côté les somewheres, les gens enracinés, une majorité ouvrière et de classe moyenne, un peu moins éduquée, plus conservatrice sur certains enjeux. Donc, ce serait, je pense, ça, les 3 grandes tendances. Je le rappelle, oui. De ce qu'on peut appeler, le socialisme conservateur. Donc, je le rappelle, l'écologie intégrale, les anarchistes Tories et le patriotisme solidaire des gens enracinés. En 1 minute et demie à peu près, Pierre Norris, au Québec, où est-ce qu'on se situe dans tout ça? Est-ce qu'il y a des penseurs? Je me souviens d'un Éric Martin qui se disait conservateur de gauche. Est-ce qu'il y a des figures de proue ici ou pas? Oui, il y en a quelques-unes. Vous faites bien de le mentionner. Éric Martin, qui est philosophe et qui est professeur de philosophie au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. On peut l'inscrire dans le courant anarchiste Tory. Il a lui-même coécrit un ouvrage qui s'intitulait Les racines de la liberté, réflexion à partir de l'anarchisme Tory, qui est un peu dans la lignée de Proudhon, Michéa, et aussi dans un autre courant, plus proche peut-être du patriotisme solidaire, ou disons nationaliste de gauche, quelqu'un comme Simon-Pierre Savard-Tremblay. Un ancien chroniqueur. Tout à fait, oui, et qui est c'est l'actuel député bloquiste de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Simon-Pierre Savard-Tremblay, il combine peut-être des positions un peu plus associées au départ au conservatisme avec la laïcité et l'éducation. Ça, c'était avec son ancien mouvement Génération nationale. Et éventuellement aussi, on l'a vu dans ses 2 derniers livres, il a adopté aussi des positions qui sont plus à gauche en économie, notamment contre le démantèlement de l'État-providence. Il s'inquiète des effets de la mondialisation et du libre-échange. Donc là, peut-être qu'on est plus du côté de ce que j'appelais le patriotisme solidaire, ou disons, pour faire plus simple, peut-être nationalisme de gauche. Pierre Norris, merci infiniment pour ce topo sur le conservatisme de gauche. On vous retrouve dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Allez, au revoir Pierre. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, la fête de la Toussaint. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.